Ben, merci tout le monde d'être venu. C'est ça, ceux-là qui sont venus en voyant cette affiche-là, bon, désolé de vous décevoir. Puis, je pense en tant que marxiste, on insiste beaucoup à la plupart sur étudier les leçons des luttes du passé, comme la Révolution allemande. Mais pour moi, il n'y a rien comme discuter les luttes du présent, qui sont aussi pleines de leçons pour nous. La lutte des classes d'aujourd'hui, c'est aussi important de discuter ça. Puis je pense qu'on peut dire que la lutte des postiers est devenue, un peu malgré elle, une des luttes les plus importantes de l'heure. À cause de la loi spéciale qui a été adoptée, c'est maintenant une des luttes les plus importantes au Canada et au Québec. Donc, comme vous le savez, ça fait depuis le 22 octobre que les postiers sont mobilisés à travers le Canada. On parle de 50 000 travailleurs et travailleuses qui font des grèves tournantes depuis un mois. Des votes de grève qui avaient été adoptés à 93% chez les postiers des milieux urbains et à 95,9% chez les facteurs ruraux et suburbains. Puis ça, en fait, ces votes de grève-là, au-dessus de 90%, ben, ça suit une tendance très, très lourde dans le mouvement ouvrier au Québec et au Canada. Dans la récente période, on ne les compte plus, les votes de grève, à 90, 95, 99%. Il y a eu la STM cette année, les CPE à Montréal, la SAQ. Il y en aurait d'autres à nommer. Puis ces votes de grève-là montrent le désir de lutter des travailleurs, des travailleuses, le désir de lutter contre des conditions de vie et de travail qui se dégradent d'année en année. Puis quand on parle de conditions de vie qui se dégradent, ben ça c'est clairement le cas pour les postiers. Un des enjeux principaux de la lutte, c'est les heures supplémentaires obligatoires qui sont imposées aux postiers et aux postières, les circuits des facteurs qui deviennent toujours plus longs, ils sont obligés de faire plus que 8 heures par jour pour finir leur trajet. Il y avait justement un postier qui expliquait au journal le Chronicle Herald, le journal, je pense, de Nouvelle-Écosse, si je ne me trompe pas, que justement, avec l'augmentation des volumes, des colis et tout, les besoins des trajets moyens sont passés de 600 points de remise à 1600. Donc l'entreprise met de la pression sur ses employés actuels plutôt que d'engager des nouveaux employés. Donc il y a une augmentation des colis sans que les conditions de travail soient changées. Puis les heures supplémentaires ne sont pas payées. Puis ça, en fait, les heures supplémentaires obligatoires, ça amène des blessures aussi beaucoup plus nombreuses dans le secteur des postes. Puis c'est vraiment une vraie crise des blessures en ce moment dans ce secteur-là. Il y avait un rapport justement qui était publié par le syndicat, le STTP, syndicat des postiers, qui disait que le nombre d'heures de travail perdues pour cause d'accidents a augmenté de 46% depuis 2015, en l'espace de 2 ans. En 2017, un travailleur sur 12 s'est blessé au travail, a subi plutôt une blessure invalidante, qui le rendait invalide. Puis justement en 2017, c'est 25% des facteurs qui se sont blessés. Un travailleur sur 4 s'est blessé au travail. Donc j'avais d'autres stats aussi. Ça, je l'ai déjà dit. Donc on parle d'un taux de blessure invalidante chez les postiers qui est 5,4 fois plus élevé que les autres secteurs visés par la réglementation fédérale. On parle des mines, du transport routier, des chemins de fer, des débardeurs, ceux qui travaillent dans les ports. Puis c'est Mike Palachek, le président du syndicat des postiers, il dit avec raison, et c'est quand même assez frappant, il dit « C'est plus dangereux en ce moment d'être un membre, d'être un travailleur des postes que d'être un mineur ou un débardeur. » Donc imaginez c'est quoi. Puis un autre enjeu important de la grève des postiers, c'est l'égalité homme-femme. Donc les facteurs et les factrices ruraux et suburbains, les FFRS, qu'on appelle, ceux qui sont dans les régions, sont sous-payés comparés aux facteurs des milieux urbains. Et les FFRS, c'est davantage des femmes. Donc c'est aussi une grève pour l'équité salariale. Donc c'est ça les principales raisons pour lesquelles les postiers font la grève depuis le 22 octobre. Donc les postiers sont épuisés, de plus en plus blessés, et l'équité salariale n'est même pas encore atteinte. Puis la réponse de Justin Trudeau, on la connaît. Ça a été d'imposer une loi spéciale en fin de semaine, qui a été adoptée lundi. Puis depuis hier midi, les postiers ont été forcés de retourner au travail. Puis c'est pas la première fois que ça arrive aux postiers, loin de là. La dernière fois, c'était en 2011, sous Stephen Harper, qui s'en rappellera. Les postiers avaient fait une grève pendant 12 jours, une grève rotative. Puis ils avaient été ensuite mis en lockout par la direction. Et ensuite, les conservateurs ont adopté une loi spéciale qui cassait la grève
et en plus imposaient les conditions de travail. Ils imposaient des conditions de travail moindres que ce que Post Canada offrait. Il y a peut-être une différence ici, c'est que Harper, il n'a pas fait semblant d'être progressiste ou d'être pro-ouvrier. Il n'a jamais caché son agenda. Tandis que la différence c'est que Trudeau est plus malin. Il essaie de mettre un visage progressiste, féministe, pro-travailleur depuis qu'il est au pouvoir. Mais là, on voit clairement ses vrais intérêts à Justin Trudeau. Les gens qui défendent vraiment. Puis Trudeau agit pareil comme Harper il y a 7 ans. Mais on ne devrait pas s'en surprendre, en fait, parce que si on regarde dans l'histoire, le Parti libéral du Canada, ça a toujours été le principal parti des capitalistes canadiens, et ça a d'ailleurs été le premier parti à imposer une loi spéciale au Canada en 1950. C'était une grève des travailleurs de l'industrie ferroviaire. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Je pense que la grève, en ce moment, à Post Canada, elle dépasse les cadres normaux. C'est rendu un mouvement pour le droit de faire la grève. Parce que c'est ça dont il est question ici. Puis je pense pas que c'est une exagération de dire qu'en ce moment, le droit de grève n'existe pas au Canada et au Québec. C'est un droit théorique, parce qu'à chaque fois qu'une grève devient vraiment efficace, il y a une loi spéciale. Presque automatiquement. C'est rendu une routine. Ils sont plutôt spéciaux, en fait. Puis c'est pas... je savais pas qu'elle était là, c'est pas la mais comme j'ai dit, c'est les libéraux qui l'avaient utilisé les premiers en 1950. Puis le premier ministre de l'époque, le premier ministre canadien, il disait que c'était vraiment une loi d'exception qui n'allait pas créer de précédent. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été utilisé 33 fois depuis, juste au niveau fédéral. Ça compte pas les provinces. Donc c'était un méchant gros précédent. Puis au Québec, les lois spéciales ont commencé à être utilisées dans les années 60. En fait, ça a correspondu avec le moment où le Code du travail actuel a été mis en place, en 1964. Donc le droit de grève a été élargi à l'époque, encadré aussi, bien sûr. Puis on a donné le droit de grève aux travailleurs du secteur public pour la première fois. La première loi spéciale, elle est venue en 1965. C'est un conflit du traversier qui reliait Québec et Lévis. C'est bon, en 1967 et 1972, toutes les lois spéciales provinciales ont été passées au Québec. Une anecdote intéressante, donc 7 lois spéciales en 5 ans. Donc quand même. Il y en a eu une autre importante en 1967. Le gouvernement de l'Union nationale avait imposé une loi spéciale aux profs, aux enseignants, enseignantes, qui suspendait le droit de grève jusqu'en juin 1968. Ça avait créé un gros tollé dans le mouvement ouvrier. Il y avait des manifs. Puis même à l'époque, les syndicats avaient commencé une réflexion sur mettre sur pied leur propre parti ouvrier. Ça n'avait pas abouti pour des raisons qui dépassent beaucoup le cadre de la présentation. Mais donc c'est ça, depuis 1964, on a le droit de faire la grève. Et depuis 1964, on a le droit de se le faire enlever à peu près n'importe quand la grève est trop efficace. Puis là, après, je ne vais pas toutes les nommer, là, mais il y en a d'autres. En 82-83, le secteur public a subi des coupures de salaire de 20% imposées par René Lévesque. Et ensuite, il a fait respecter ces coupures-là par des lois spéciales. Il y a eu les infirmières en 99 sous Lucien Bouchard. La construction, plus récemment, en 2013 sous le PQ et en 2017 sous Philippe Couillard. Puis s'il y a de quoi, ça c'est encore pire dans un sens. Parce que c'est la même chose, mais quand même, c'est dans le secteur privé où l'État intervient pour aider les patrons. Contrairement aux autres, c'est la plupart du temps dans le secteur public. C'est ça, des fois on a l'impression, c'est les maudits libéraux, encore eux, qui font des lois spéciales. Mais dans l'histoire du Québec, le PQ l'a fait presque aussi souvent que les libéraux. D'ailleurs, c'est Lucien Bouchard qui a la meilleure moyenne au bâton. 9 lois spéciales en 5 ans, quand même. Robert Bourassa des libéraux, 12 lois spéciales en 8 ans, donc une moyenne un petit peu plus basse. Puis le troisième, c'est Jean Charest, avec 7 lois spéciales en 9 ans. Mais on voit que c'est assez équilibré entre le PQ et les libéraux. Mais la question qui se pose, c'est, bon, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce fléau-là des lois spéciales? Mais pour commencer, on peut commencer par dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est malheureusement ce qui est fait la plupart des fois que ça arrive en ce moment. Ce qui arrive à peu près à chaque cas, c'est que les leaders syndicaux vont appeler à respecter la loi et à rentrer au travail. Ils vont demander à leurs travailleurs de retourner au travail, de respecter la loi. Ils vont dire, on va contester la loi en cours. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, sur le coup, le momentum est perdu. Les travailleurs rentrent chez eux, acceptent des conditions de travail réduites, puis la loi, des fois, est déclarée anticonstitutionnelle des années après.
Mais entre-temps, le mal a été fait. La loi a été appliquée et a cassé la grève. C'est ça qui arrive à chaque fois. Puis, en fait, c'est exactement ce qui est arrivé avec les postiers en 2011. Donc, les syndicats ont dit on va contester la loi. En 2016, il y a un juge de la Cour supérieure de l'Ontario qui a déclaré que l'usage de la loi était anticonstitutionnel. C'était une violation du droit à la liberté d'association. Et même, en fait, la loi a été annulée de manière rétroactive. Mais rendu là, qu'est-ce que ça change? La loi a été appliquée. 5 ans plus tard, bon, elle est invalide, mais ça fait 5 ans que la grève est cassée et que les travailleurs se tuent avec des colis plus gros puis des heures de travail plus longues. Donc le mouvement ouvrier avance pas d'un pouce avec ces méthodes-là. Puis le fait est que ces méthodes-là, qu'on le veuille ou non, ont juste normalisé les lois spéciales. Puis la direction syndicale n'ose pas appeler à défier ces lois-là. Puis les gouvernements sont renforcés et les patrons aussi, parce que rendu là, ben, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de négocier. Parce qu'ils ont juste à attendre, laisser la grève durer, puis si elle dure puis qu'elle commence à avoir un impact, ben là, c'est la loi spéciale. Puis ils l'utilisent en sachant à chaque fois qu'il n'y aura pas d'opposition. Puis c'est drôle parce qu'à chaque mouvement, la loi spéciale, c'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde le sait que c'est comme là, puis que c'est prêt à être utilisé n'importe quand. Les leaders syndicaux le savent aussi, puis ils en parlent eux-mêmes. Mais les leaders syndicaux ne font pas le travail de se préparer à défier ces lois-là. Puis l'affaire, c'est que jusqu'à ce qu'un syndicat se décide à se tenir debout puis défier une loi spéciale, l'affaire, c'est que ça va continuer à être utilisé de manière routinière dans le mouvement. Puis je pense que la grève actuelle des postiers, c'est une occasion de renverser la vapeur. Puis s'il y a bien un syndicat au pays qui a une tradition de désobéissance, mais c'est bien le STTP. Parce que si on regarde dans l'histoire du syndicat, ils ont mené des luttes, et des luttes illégales aussi. En 1965, par exemple, ça a été la grève illégale la plus importante de l'histoire du secteur fédéral, du secteur des employés fédéraux. Puis, donc ça a commencé en juillet 1965. Donc, les 12 500 postiers ont déclenché une grève qui était illégale. Ça a duré 17 jours. Ils ont défié les injonctions qui les forçaient à arrêter le piquetage puis à rentrer chez eux. Puis, le mouvement a fonctionné. À l'époque, les postiers étaient payés entre 2 200 et 4 700 $ par année. Puis ils ont eu des augmentations de salaire entre 510 et 560 $ par année. Ce qui était une énorme victoire. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1967, la grève a forcé le gouvernement canadien à donner le droit à la syndicalisation et le droit à la grève aux 260 000 fonctionnaires fédéraux. Donc c'est une grève illégale. C'est grâce à une grève illégale qu'on a gagné le droit de grève au niveau fédéral. Une leçon importante. Puis il y a d'autres exemples. En 1974, il y a eu une autre grève illégale du STTP qui a permis d'obtenir des salaires équitables pour les opératrices de codeuses. C'était un emploi à prédominance féminine aussi. Et donc, ils ont gagné des augmentations de salaire. En 1975, il y a une grève de 43 jours, légale cette fois-ci, qui a permis de gagner la semaine de 37h30. En 76-77, il y a eu d'autres grèves tournantes illégales. En 78, il y a eu une grève légale encore, mais celle-là a été cassée immédiatement par une loi spéciale, ou du moins, on a tenté de la casser avec une loi spéciale, et les travailleurs ont décidé de défier la loi. Puis pour ça, le président de l'époque, qui était Jean-Claude Parrot, avait été condamné à la prison par après. Mais vraiment, le non-respect de la loi avait vraiment pris le gouvernement par surprise. Puis ils ont pu utiliser une loi spéciale avec les postiers jusqu'à la fin des années 80. Puis en 81, le STTP est rentré encore en grève pendant 42 jours et ils ont gagné les congés de maternité payés de 17 semaines. Et c'est en fait le premier syndicat canadien à gagner les congés de maternité pour ses membres. Donc on voit vraiment que le STTP a été à l'avant-garde des luttes du mouvement ouvrier canadien. Et que les luttes illégales que le syndicat a menées a permis de faire des gains concrets, mais aussi d'envoyer le message que le syndicat ne se laisserait pas faire, qu'il ne se laisserait pas arrêter par ces lois-là. Le gouvernement, justement, pendant longtemps, n'osait pas les attaquer par des lois spéciales parce qu'il savait qu'il y avait une possibilité que ce ne soit pas respecté. Puis c'est ces méthodes de lutte-là qui nous ont rendus où on est aujourd'hui. C'est ça qui a permis aux postiers et aux autres travailleurs aussi de faire des gains. Mais donc, si on revient au mouvement actuel, il faut se poser la question. La loi est passée quand? Hier. Elle a commencé à être appliquée hier. Qu'est-ce qu'on fait?
Je pense que la lutte n'est pas encore terminée. Je pense qu'il y a encore une possibilité de renverser cette loi-là. La direction du syndicat peut encore appeler à défier la loi. Mais je pense que le temps commence à presser. Puis, il faut que je sois honnête et il faut que je dise que je pense vraiment qu'il y a eu une erreur qui a été faite hier par la direction syndicale de ne pas avoir appelé à défier cette loi-là. Donc, vous l'aurez peut-être vu sur Facebook et ailleurs, lundi soir, mardi matin, avant que la loi spéciale entre en application, c'était à midi hier, il y a eu des occupations et des grèves spontanées un peu partout au pays. Si je ne me trompe pas, à Montréal, le centre de tri a été aussi en grève hier. Mais à midi, le leadership syndical a appelé à rentrer au travail. Mais pourtant, les grèves, les occupations montraient vraiment la volonté des travailleurs de résister à cette loi-là. Puis pour moi, c'est évident qu'il y a une grosse frustration chez les postiers, puis que la loi spéciale, c'est vraiment la cerise sur ce Sunday-là. Puis on avait un momentum hier avec les occupations et les grèves spontanées du matin. Ça, à Montréal, personne n'avait appelé, c'était pas notre tour dans les grèves tournantes. On avait un momentum, puis moi je pense ce qui aurait dû être fait, c'est caler la grève à la grandeur du pays, les 50 000 postiers en même temps mardi matin, puis à midi, bien, on appelle à des manifs, au moins dans les grandes villes. Tu dis, on ne peut pas rentrer travailler, on est en manif. Je pense que c'est une bonne excuse, mais ça envoie un message clair. Qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds. Puis ça faisait 4-5 jours que la loi avait été annoncée, qu'elle allait être discutée au Sénat. On avait le temps de préparer ça. Mais ce qu'il aurait fallu, c'est que la direction du syndicat cale la shot. Mais ça, c'est pas arrivé. Puis moi, je suis sûr que les travailleurs et les travailleuses auraient embarqué. Puis ça aurait complètement transformé la situation. Ça aurait permis, ça aurait changé ça aurait vraiment fait tourner le vent. Là, ça aurait été la direction syndicale qui aurait pu expliquer qu'elle ne soumettrait pas à une loi comme ça, qui va certainement être anticonstitutionnelle. On pourrait expliquer que les lois spéciales, en général, c'est une violation du droit d'association protégé par la Charte des droits et libertés, que c'est le gouvernement qui agit de manière illégale, pas les travailleurs. Puis on pourrait expliquer que c'est la faute des boss de Post Canada si on est rendu ici, d'abord et avant tout. Puis c'est clair que les postiers ne seraient pas seuls. Après ça, on pourrait appeler les autres centrales syndicales à participer au fonds de grève, aider à payer les inévitables amendes. On aurait pu créer des comités de solidarité dans les syndicats de la base, aller parler à d'autres syndiqués dans d'autres secteurs, aux gens de la SAQ en grève, aux autres secteurs en grève, puis mobiliser un mouvement de solidarité. Avec tous les travailleurs qui sont victimes de lois spéciales, c'est clair que les postiers auraient été appuyés. J'ai réussi à sneak in dans un groupe de travailleurs de la construction, où les gens sont vraiment fâchés de la loi contre les postiers aussi, parce qu'eux aussi, ils l'ont subi 2 fois en 5 ans. Mais tout ça n'a pas été fait, puis on a perdu une grosse partie du momentum. Je pense pas que c'est fini, mais c'est clair qu'on a perdu du temps. Et puis c'est ça, donc la direction syndicale a envoyé le message, rentrez au travail, puis attendez d'autres instructions. Puis je dois dire que, moi, personnellement, je pensais vraiment qu'il y avait une grosse possibilité que la direction syndicale appelle à défier cette fois-ci. Il y en a peut-être qui ne le savent pas, la plupart ne le savent sûrement pas, mais le président du syndicat, Mike Palachek, a été en fait pendant des années un contributeur régulier à notre journal Fight Back, notre journal anglophone, où il écrivait des articles, notamment sur la lutte des postiers, et où il parlait de la nécessité de défier les lois spéciales, et en particulier pour les postiers. Mais finalement, aucune direction au mouvement a été donnée jusqu'à présent. Donc on a parlé justement de désobéissance civile dans les communiqués, sans vraiment aller plus loin. Puis je suis allé regarder sur Facebook, puis il y en a qui écrivaient, tu sais, j'avais noté un commentaire j'imagine c'était une postière, elle dit, puis elle s'adresse au président du syndicat, elle dit, on fait tous notre part, mais il faut donner une direction aux syndicats locaux. Elle dit, on devrait tous être sur la même longueur d'onde. Elle dit, Nanaimo s'est occupé, mais Victoria ne se l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Puis elle pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas tous être en train d'occuper nos lieux de travail? Donc les gens posaient des questions et attendaient qu'une direction soit donnée au mouvement. Et force est de constater que ce n'est pas encore arrivé. Puis on a une force massive, on parle de 50 000 travailleurs et travailleuses. C'est une force incroyable qui peut être mobilisée. Mais là, jusqu'à date, il semble que ça s'enligne pour des actions de type plus guérilla, on pourrait dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait une occupation, pas une occupation, plutôt comment ils appellent ça, un piquet communautaire.
Ouais, c'est ça, cross-picketing en anglais, au BC, dans un des centres de traitement. Puis c'est bien d'aller en solidarité avec les postiers, mais il faut que ce soit les postiers eux-mêmes qui soient impliqués d'abord et avant tout. C'est parce que c'est ces travailleurs-là qui possèdent la puissance. Les marxistes, on dit souvent que c'est la classe ouvrière qui détient le pouvoir dans la société, puis qu'il n'y a rien de plus puissant que la classe ouvrière qui décide de se mettre en mouvement. Puis c'est ça qu'il faut que les 50 000 postiers et postières soient mobilisés en même temps pour défier la loi. Puis encore une fois, je me répète, mais les occupations, les grèves montrent qu'il y a cette volonté-là. Il faut seulement l'organiser. C'est vraiment ça la clé en ce moment. Il n'est pas trop tard, mais le temps presse de mobiliser cette force-là. J'ai vu aussi qu'il allait y avoir une manif à Montréal ce samedi. Là, il semble qu'elle est, ben oui, elle est annulée, ce que j'arrive pas vraiment à comprendre personnellement. On pourra en discuter dans la discussion. Mais passons. Donc, je pense la grève actuelle, comme je l'ai déjà dit, c'est pas juste à propos des postiers et des postières, c'est vraiment le droit de faire la grève dans ce pays-ci dont il est question. Puis pour le Québec en particulier, c'est important. Je ne peux pas m'empêcher de parler un peu du nouveau gouvernement qu'on a, le gouvernement de la CAQ, de François Legault. Puis je pense qu'on ne peut pas se faire d'illusions non plus. On va avoir devant nous, pour 4 ans, un gouvernement extrêmement anti-syndical. D'ailleurs, c'était en 2013, pendant la grève de la construction. François Legault a été le premier à demander une loi spéciale. Il disait qu'il faut donner un ultimatum, 48 heures aux travailleurs pour signer une entente, sinon il y a une loi spéciale. C'est ça que Legault disait. Puis en 2017, François Legault avait critiqué Philippe Couillard pour sa loi spéciale parce qu'il ne l'avait pas adoptée assez tôt. Donc on parle ici, la CAQ, c'est le parti qui va être extrêmement antisyndical. Puis ouais, ça, Legault disait à l'époque, il dit, bon, d'accord, les syndicats ont le droit de grève, mais c'est un droit de grève qui est, disons, théorique, parce que ça finit à répétition avec des projets de loi spéciaux. Bon, il a raison, mais il est aussi très, très honnête. Puis je pense pas que le gouvernement de la CAQ va agir différemment de Philippe Couillard, de Trudeau et compagnie. S'il y a de quoi, ça va être encore pire. Puis c'est pas comme si les luttes syndicales manquaient en ce moment au Québec. Je l'ai dit au début de la présentation, la STM, les CPE, il y a eu les chauffeurs d'autobus scolaires plus tôt cette année. Il y a aussi les travailleurs de la SAQ qui ont un mandat de grève de 20 jours, si je ne me trompe pas. 18. 18, ok, merci. Qui est utilisé par-ci par-là depuis l'été. Mais qu'est-ce qui arrivait si on utilisait les 18 jours one-shot? Moi, je pense que la CAQ envisagerait très rapidement une loi spéciale. Il dirait que le vin, c'est un service essentiel. Je ne vais pas me prononcer sur la question. Mais il forcerait le retour au travail. Parce que c'est ce qui arrive chaque fois qu'une grève est vraiment efficace. On pourrait discuter dans la discussion, savoir si le vin est un service essentiel. Mais bon. Puis il y a aussi les négociations dans le secteur public qui approchent, veux pas. C'est en 2020, mais les négos commencent toujours avant. Puis là encore, comme à chaque ronde de négociation, ben, le gouvernement va être là avec son arme spéciale en main, prêt à mettre une loi spéciale quand il y en a besoin. C'est arrivé en 2005 au Québec. Donc en décembre 2005, le gouvernement Charest avait adopté le projet de loi spécial 142 qui avait décrété les conditions de travail pour 7 ans, dont 2 ans de gel de salaire. Puis il avait retiré le droit de grève aux employés de l'État. Donc, c'est des choses qui sont arrivées et qui vont réarriver, encore une fois, jusqu'à ce qu'un syndicat se tienne debout et défie une loi qui montre l'exemple à suivre. Puis, il y a eu aussi, pour parler du Québec plus spécifiquement, il y a eu des grèves illégales très, très nombreuses dans notre histoire. Avant comme après le Code du travail de 1964, la grève d'Asbestos, ça va faire 70 ans cette année, c'était une grève illégale. La grève de Murdochville en 1957, aussi si je ne me trompe pas, premier front commun des 3 centrales syndicales, c'était une grève illégale, si je ne me trompe pas. Puis c'est des grèves comme ça. Ces deux-là, je pense, se sont terminées par des défaites, mais ont vraiment pavé la voie au mouvement syndical, qui est devenu extrêmement radical dans les années 60 et 70. Dans le secteur public aussi, il y a eu des grèves illégales. En 1963, il y avait 250 infirmières de Sainte-Justine qui ont fait la grève illégale pendant 30 jours. Puis ont gagné un premier contrat de travail avec des meilleurs salaires, la formule RAND, etc. En 1964, les employés des hôpitaux de la région de Montréal au complet, 15 000 syndiqués, ont fait la grève. Ça a pris 6 heures. 6 heures avant qu'ils obtiennent une première convention collective et la semaine de travail de 37,5 heures.
alors qu'ils avaient 44 heures avant. En 1963, pour en nommer une autre, les instituteurs de la commission scolaire de Sainte-Foy ont fait la grève pendant 3 jours, grève illégale. L'année d'après, les instituteurs de l'Estrie ont fait la grève illégale pendant une grève rotative pendant 1 mois. Il y a un exemple aussi dont on parle dans notre plus récente édition du journal, la grève de 1974 des employés d'entretien de ce qu'était la STM à l'époque, avait fait une grève illégale de 44 jours qui s'était terminée par une victoire. Puis il y aurait plein d'autres exemples, peut-être vous pourrez en emmener dans la discussion, mais où on a défié les lois spéciales, les injonctions et les autres mesures légales pour faire avancer la cause de la classe ouvrière. Puis je pense qu'il faut vraiment, c'est notre tâche de faire revivre cette tradition combative dans le mouvement. Pour citer notre cher syndicaliste Michel Chartrand, il disait « Le mouvement syndical est né dans l'illégalité, il a grandi dans l'illégalité et devra continuer de vivre en marge de la légalité qui favorise une minorité au détriment d'une majorité. » Puis on se rappellera aussi qu'au 19e siècle, les syndicats étaient illégaux au Canada. C'était une conspiration pour obtenir des meilleurs salaires. Puis c'est en 1872 qu'il y a eu la loi sur les associations ouvrières qui a finalement légalisé les syndicats. Mais si on n'avait pas défié l'illégalité des syndicats, aujourd'hui, il n'y en aurait pas de syndicats. Puis je pense que la leçon est très claire pour nous aujourd'hui, puis que je me répète, mais tôt ou tard, quelqu'un devra donner l'exemple. Mais en fait, on n'a pas à reculer si loin que ça pour un exemple. J'ai parlé des années 50, 60, 70. En 2012, le mouvement étudiant a subi une loi spéciale. Puis j'imagine qu'il y en a peut-être beaucoup dans la salle qui participaient à ce mouvement-là. C'est pas tout à fait pareil, on parle d'étudiants et pas de travailleurs et travailleuses, mais quand même, c'était une loi spéciale extrêmement, extrêmement répressive, ceux qui s'en rappellent. Donc ça interdisait la suite du mouvement de grève, mais ça modifiait aussi les règles sur les manifs. Je pense que c'était 50 personnes max, des trucs comme ça. La trajectoire, ouais, le masque. Exact. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient complètement révoltés par ça. Et des milliers, des centaines de milliers d'étudiants, leurs parents, leurs collègues sont descendus dans les rues pour s'opposer à la loi 78 avec le fameux slogan « La loi spéciale, on s'en calisse ». Très célèbre slogan. Mais la mobilisation, ça a été une des plus grandes désobéissances civiles de l'histoire du Québec et du Canada. Puis le fait de défier la loi spéciale de Jean Charest, ça a permis de maintenir le mouvement étudiant en vie. Parce qu'appeler à respecter la loi et à la contester en cours, ça aurait cassé le mouvement étudiant. Je vous parie que la hausse des frais de scolarité aurait été. Mais c'est pas arrivé. Puis les étudiants ont montré que les lois spéciales, au final, c'est juste un bout de papier quand les masses décident que ces lois-là ne sont pas légitimes. Ça ne veut rien dire, ces lois-là, quand on est des dizaines, des centaines de milliers à ne pas vouloir la respecter. Puis je pense qu'on doit vraiment s'inspirer de cette lutte-là qui est assez récente. Puis il faut vraiment que le mouvement ouvrier actuel ait la perspective de lutter contre ces lois-là de retour au travail, qui vraiment sont un cancer dans le mouvement ouvrier. Fait que là, j'approche de la fin. Je pense que vraiment, il faut insister sur le fait que la lutte des postiers, c'est la lutte de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses. Mais plus que ça, on vit dans une époque justement où le système dans lequel on vit, le système capitaliste, vit une crise qui est presque sans précédent. Partout dans le monde, en particulier depuis la crise de 2008, on a une montée des inégalités, l'austérité, les conditions de travail de plus en plus difficiles, une montée des emplois précaires. Puis au Canada comme ailleurs, les inégalités n'ont jamais été aussi élevées. Il y a 2 Canadiens maintenant qui sont plus riches que le 1/3 de la population le plus bas. Puis au Canada, comme partout dans le monde, les travailleurs sont forcés d'accepter des réductions de leurs conditions de vie et de travail au nom des profits des grandes entreprises ou de la logique d'austérité. Les travailleurs sont forcés de riposter à ça, de résister, forcés de faire la grève juste pour garder les acquis. Souvent, c'est même pas des luttes offensives, c'est des luttes juste pour garder le statu quo. Puis on entend souvent ça, bon, les gens qui vont dire les sceptiques, les cyniques, vous en connaissez sûrement tous, qui disent « Ah, les gens sont pas prêts à lutter, la conscience de classe des gens n'est pas assez élevée, ils veulent pas se battre ». Moi, je pense qu'on voit clairement que c'est pas vrai. Notamment dans les postiers, mais dans d'autres secteurs aussi. Ce qui arrive, c'est souvent que c'est les leaders syndicaux eux-mêmes qui sont pas prêts. Puis après, qu'ils vont blâmer les travailleurs pour leur peur de mobiliser les gens.
C'est pas vrai que les travailleurs sont pas prêts. Puis une chose aussi qu'il faut expliquer, je pense que c'est pas par plaisir que les travailleurs font la grève. C'est pas de quoi qu'on fait pour le fun. C'est pas le fun de sacrifier des jours de paye. C'est pas le fun de se mettre en danger, de s'exposer à des amendes ou à des pénalités, à des patrons ou à des congédiements. C'est pas plaisant. Mais malheureusement, la grève, c'est un mal nécessaire sous le système capitaliste. Puis tant qu'on vivra sous le capitalisme, il va falloir être prêt à lutter pour conserver nos acquis. Puis à la riposte socialiste, nos camarades dans le mouvement syndical, avec la riposte syndicale, on pense que c'est par des méthodes combatives, puis sans compromis, qu'on peut gagner. Puis parce que chaque fois qu'on fait des compromis, que les leaders syndicaux font des compromis, ça renforce les patrons et le gouvernement. Puis, mais ultimement, plus loin encore que ça, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment vivre plutôt dans une société où les travailleurs se battent juste pour garder la tête hors de l'eau? Je pense que non, c'est pas ça qu'on devrait. Faut pas juste aspirer à ça. Au-delà de la lutte contre les capitalistes, contre leur gouvernement, il faut aussi se battre pour quelque chose. Puis nous, à la riposte socialiste, ultimement, on se bat pour une société où on n'a plus besoin de faire la grève. Ce serait plus utile. Puis je pense que, vous le savez, c'est une société socialiste dont je parle ici. Puis je pense que ça devient clair pour de plus en plus de gens que le système actuel ne fonctionne plus, n'arrive plus à répondre aux besoins des gens. Il doit être remplacé par autre chose. Puis d'ailleurs, on en a eu une autre preuve cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu la journée où la loi spéciale était débattue au Sénat. GM annonçait qu'à Oshawa, que ça fait 100 ans que GM est là, ils vont fermer leurs usines complètement. Puis on se rappelle, GM, en 2009, il avait reçu des milliards de dollars du gouvernement fédéral. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans leur poche, puis là, ils sont en train de sacrer 2500 personnes à la rue. C'est vraiment grave, puis ça montre, encore une fois, ces entreprises-là, on ne peut pas leur faire confiance. C'est la même chose avec Bombardier, encore. Il y a une couple de semaines, 5000 emplois disparus. Après qu'eux aussi, ils avaient reçu 1 milliard du gouvernement de Philippe Couillard. Mais sous le système, ils ont le droit de faire ça. Parce qu'ultimement, nous, les travailleurs, travailleuses, les étudiants, on ne peut pas contrôler ces entreprises-là, du moins en ce moment. On ne contrôle pas ce qu'on ne possède pas. Ultimement, ça revient à ça. Donc, il faut se battre pour une société où c'est plus une poignée d'actionnaires de grandes entreprises qui prennent les décisions importantes dans la société. Donc, il faut lier les luttes actuelles du mouvement ouvrier à la nécessité qu'en bout de ligne, les travailleurs prennent le contrôle de la société. Que les grandes entreprises, les banques, ils devraient être nationalisés, placés sous le contrôle des travailleurs eux-mêmes. Ça permettrait justement de rationnellement planifier l'économie, donner des conditions de travail très bonnes à tout le monde, d'avoir le plein emploi, puis comme ça, de vraiment entamer une transition vers une société différente, une société socialiste. Une économie qui serait plus soumise à la nécessité de faire des profits pour une couple de personnes, mais qui serait plutôt dirigée vers les besoins des gens. C'est pour ça que nous, on se bat à la fois socialiste dans le mouvement ouvrier, le mouvement étudiant. Les socialistes sont encore une minorité. Moi, je pense que c'est une minorité qui grandit. Puis je voulais terminer avec une autre citation de Michel Chartrand, que j'aime beaucoup. Michel Chartrand, tout le monde gagnerait à le connaître. Il dit, il parle des lois, il parle du système de justice, il dit « La loi est ainsi faite. De plus, il y a des bureaux d'avocats qui se spécialisent dans la lutte contre les syndicats. Dès que tu fais un pas de travers, tu as des procédures sur la gueule et la police sur le dos. Des lois vraiment faites pour les travailleurs, il n'y en aura jamais dans une société capitaliste. Tant que le mouvement syndical va marcher selon les règles du jeu du capitalisme, comme c'est le cas ici, il va se faire mettre des bâtons dans les roues. » Michel Chartrand n'avait pas peur de dire les choses telles qu'elles étaient, et Michel Chartrand était aussi un socialiste. Je pense qu'il faut tirer les leçons de ça, puis avoir une perspective de lutter pour le socialisme dans le mouvement ouvrier. Donc former un groupe de militants, de camarades qui luttent avec cette perspective-là dans le mouvement ouvrier. C'est un travail de longue haleine, mais je pense que ça en vaut la peine. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à rejoindre nos camarades dans le mouvement syndical, rejoindre la riposte socialiste, rejoindre la lutte pour une société meilleure. Merci.